Bonjour à tous et bienvenue bien sûr sur la chaîne de l'Institut international de gestion mentale et bienvenue à Vinciane Thomas qui nous fait le plaisir d'être là parmi nous aujourd'hui et avec laquelle je vais avoir plaisir à partager cette interview. Alors Vinciane, bonjour, bienvenue. Bonjour Axel. Voilà, Vinciane. Alors, évidemment, avant de démarrer, hein, vous savez, vous connaissez un petit peu le rituel, hein, si vous allez souvent sur YouTube. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu. Je vous invite bien sûr aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochaines interviews sur cette chaîne. Et je vous invite aussi, parce que ça, on aime beaucoup quand même, à nous laisser des commentaires, nous poser des questions, des observations. En tout cas, on répondra toujours, évidemment. Et enfin, à la toute fin, je vous invite donc à rester, bien sûr, jusqu'à la toute fin. Restez bien avec Vinciane et moi, parce que vous aurez un petit bonus. Je vais poser à Vinciane une question bonus qui, à mon avis, sera très intéressante. Voilà, alors Vinciane, pour commencer, je pose toujours cette question. La gestion mentale, ça vous parle? Et comment que ça me parle? Mais une fois que ça m'a parlé, le jour où j'ai rencontré Antoine de la Garanterie lors d'une conférence à Chambéry, c'est comme une révélation, quoi. Je me suis dit, voilà, j'ai enfin trouvé ce que je cherche depuis tant d'années, qui va me permettre d'avancer dans la vie. Et aujourd'hui, eh ben, la gestion mentale, elle m'anime, elle m'ouvre et elle m'élève. D'accord. Donc en fait, ce que tu dis là, en fait, c'est quelque chose qui déjà pour toi-même a été quelque chose de très puissant, de très fort, cette Mm. rencontre avec la gestion mentale. C'est Tout à ça? fait. Oui, oui. Alors du coup, selon vous, hein, Vinciane, quel serait l'élément essentiel à partager aujourd'hui avec les personnes qui nous regardent sur la gestion mentale, qui est une démarche assez particulière, bien sûr, mais selon vous, en tout cas, au travers de votre expérience, de ce vécu et de ce que ça vous a apporté aussi, qu'est-ce qui serait l'essentiel à partager? Bon, alors, pour ne pas perdre les auditeurs, dans des approches théoriques, je préférais l'aborder sur un 2 en 1. Heu, je vis la gestion mentale comme 2 choses qui se rejoignent. La première, c'est l'outil qui est mis au service de la connaissance de soi, c'est-à-dire un travail introspectif qui nous permet de nous découvrir pensants, mais pensant à soi-même, pensant aux autres et pensant au monde. Donc, toute cette partie-là, c'est quelque chose qu'on peut faire par soi-même et qu'on peut faire en étant guidé, accompagné par un praticien. L'autre partie de la gestion mentale est l'outil méthodologique. Je me connais pensant, qu'est-ce que je vais faire de ça? Ah ben tiens, je vais le mettre au service de ma façon d'être attentif au monde ou au service de la façon dont je dois mémoriser certaines choses, comprendre, réfléchir, imaginer, etc. Donc, on a toujours ce répondant entre je me connais pensant et je le mets au service d'un projet de sens, d'un projet de moyens. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est en gros les deux façons dont je combine. Je parlerai de la gestion mentale qui est un 2 en 1. Alors, si je comprends bien sûr, hein, Vinciane, selon toi, d'après ce que tu viens de nous dire là, c'est que finalement, c'est par la découverte de soi, hein, avec cet aller-retour que l'on fait avec notre façon de connaître le monde et de se connaître soi, qu'on acquiert comme ça quelque chose qui fait de nous un petit peu une personne pensante, finalement, pensant au monde, pensant à soi. Donc, en fait, on ne fait pas le deuil de soi-même, finalement, quand on est en relation avec le Non, monde, on part de soi, c'est ça? Tout part de surtout, soi, voilà. tout Ouais. part de cette connaissance intérieure qui nous amène vers les chemins de la connaissance. En fait, c'est ça? Voilà, elle nous grandit. On peut avoir évolué dans des sphères qui nous ont fait perdre pied, qui nous ont fait manquer de confiance, qui nous ont induit des croyances et fait commettre beaucoup d'erreurs.
Et puis petit à petit se rendre compte que on a en nous tout ce qu'il faut pour pallier, pour remédier et pour, je dirais presque, augmenter notre capacité à utiliser notre potentiel. Mais notre potentiel, pas que le potentiel intellectuel qui va concerner la réussite scolaire, qui en fait partie, bien entendu, mais un potentiel existentiel, euh, intrinsèque et qui peut vraiment nous amener à aller plus loin avec de la bienveillance, sans jugement. C'est toujours très facile de regarder dans le rétroviseur de sa vie et dire oh, purée, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai pas fait ça, etc. Le rétroviseur, il n'est que la vue des choses avec ce qu'on est aujourd'hui, sans se souvenir qu'à l'époque, on n'était pas ce qu'on est aujourd'hui. Donc, la façon dont on avance avec la gestion mentale, c'est pour se réjouir d'avancer, mais pas pour se battre la coupe de ne pas avoir été comme ça à l'époque. Et du coup, j'aurais envie de te poser la question de savoir, par rapport à toutes les approches qui peuvent exister, qui favorisent bien sûr la bienveillance, le, le, le fait de se connaître mieux, le fait de développer des potentialités. Toi, Vinciane, comment tu décrirais la spécificité finalement de la gestion mentale dans tout ça? Qu'est-ce qui, pour vous, serait la particularité, l'essentiel? Alors, je vais parler de deux outils qui feront plus écho aux personnes qui écouteront, les neurosciences et toutes les approches psychologiques. J'ai imaginé la gestion mentale un peu comme un fil tiré entre les deux et les praticiens, on est un peu des funambules. On écoute le psychologique de l'autre, mais on ne le traite pas directement. Et tant mieux qu'il y ait d'autres personnes qui s'en occupent. On entend ce que les neurosciences disent, mais on n'est pas que là-dedans. L'outil des neurosciences est un outil psychométrique. Qui dit métrique dit se mesure par rapport à des quotas, par rapport à des globalités, des généralités. Et là où il a ces limites qui sont excessivement intéressantes et dont on use aussi en gestion mentale, c'est important de les connaître. On va plus loin, on va dans l'individuel. Et la gestion mentale, elle a cette merveilleuse philosophie phénoménologique d'être dans le tout qui ramène au grain de sable. Le grain de sable, il n'a pas vraiment d'importance si on le considère comme grain de sable. Mais déposé sur une plage qui est un littoral, qui marque la limite entre des océans et des continents, etc., et puis qui va jusque dans l'univers, il a tout son sens. L'univers en soi n'a pas vraiment de sens, c'est infini comme ça, dont on ne sait pas très bien ce qu'il comporte, et c'est un peu angoissant, alors que si on le ramène chaque fois jusqu'à ce petit grain de sable, eh ben c'est ça, cette phénoménologie qui va du tout petit à l'infini et qui fait, alors moi j'aime bien la forme du 8, l'infini. Voilà, la gestion mentale, elle se promène là-dedans, elle est donc au service. Quelqu'un qui fait une psychothérapie peut bénéficier d'une connaissance de son chemin mental d'être pensant pour aller mieux, plus loin et plus approfondi dans sa psychothérapie. C'est comme ça pour tout. La gestion mentale est un outil qu'on met au service de. Est-ce que vous pourriez, Vinciane, nous apporter un exemple par rapport à ce que vous venez de nous expliquer, par rapport au fait qu'il y a cette spécificité un peu d'ordre funambule, un peu entre tout ce qui est la partie psychologique et tout ce que nous apportent les neurosciences. Et en même temps, vous avez abordé un terme, la phénoménologie. Est-ce que vous auriez aussi une explication à nous donner là-dessus? Alors, elle revient à cette histoire du grain de sable et la phénoménologie, je vais y arriver. Antoine a basé tout son travail sur cette philosophie. Alors, je ne suis pas spécialisée dans l'explication, puisque je suis quelqu'un qui vit les choses avec plus de facilité que de les exprimer, mais c'est quand même d'avoir un regard
qui n'est pas un spot suiveur sur quelque chose de précis. On est infini en soi, mais tous les éléments de cet infini ont un sens en soi et puis un sens qui est en lien avec chaque petit soi. Quand on accompagne, que ce soit un élève en difficulté, que ce soit un enfant autiste, que ce soit une personne qui se remet d'un AVC ou peu importe, puisque je vous dis que la gestion mentale est un outil qu'on met au service d'un projet, on ne peut pas trancher la personne en disant « Ah ben j'ai devant moi un élève ou j'ai devant moi un autiste, je m'occupe de ça ». Non, on rencontre la personne où elle est dans ce qu'elle est. Et c'est elle qui va décider comment elle met au service de ce qu'elle fait, ce qu'elle découvre sur qui elle est. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question complètement, mais c'est ma façon de voir les choses. Est-ce qu'il y a un exemple dans votre pratique d'accompagnement où vous pourriez, comment dirais-je, corroborer ça justement, mettre au service de ce que l'on fait, ce que l'on est? Un petit exemple sur un accompagnement. Alors je vais plutôt choisir un exemple qui n'est pas scolaire, parce que je pense que dans la difficulté scolaire, c'est presque une évidence que la gestion mentale est un outil idéal pour dépasser toute forme de difficulté, qu'elle soit la dyslexie, la simple difficulté de mémoriser, comprendre. Je vais plutôt aller dans une aide à la progression de récupération suite à un AVC. Super. On a des neurones miroirs. Alors, je ne vais pas détailler ici ce que c'est, mais c'est très facile de trouver sur Internet des explications sur ce que sont les neurones miroirs. Et lors d'un AVC, on encourage beaucoup les personnes à travailler avec les neurones miroirs. Sauf que les praticiens qui sont non formés à la gestion mentale guident la personne de façon extérieure. Tu fais ceci, tu le fais comme ça, et ne font jamais appel à la façon dont la personne le vit intérieurement, par ses portes d'entrée, par son profil, par sa façon d'être pensant. Est-ce qu'il a besoin de globalité? Est-ce qu'il a besoin de séquentialité? Est-ce qu'il est plus dans les ressentis, mais à cause de son AVC, eh ben, il ne connecte plus à ses ressentis? Et en trouvant toutes ces petites portes d'entrée, par le dialogue pédagogique, qui est l'outil d'accompagnement, tout doucement, on parvient à accompagner la personne pour qu'elle renoue avec des toutes petites choses simples. La gestion mentale ne vise jamais le progrès fulgurant. Elle vise d'aller dans des toutes petites choses qui vont se tricoter les unes aux autres pour finir par faire un chemin de progrès et qui va permettre à la personne de s'autonomiser aussi après dans la démarche. Une fois qu'elle aura connecté avec ses besoins, qu'elle aura compris comment elle peut les mettre en marche par elle-même, elle n'aura plus besoin de l'accompagnant. Et c'est ça aussi que j'aime avec la gestion mentale, c'est que on rend à la personne sa capacité d'être à elle, pour elle, au service d'elle, c'est-à-dire l'autonomie. Et pour moi, ça reste essentiel. On a besoin des autres, mais on est plein de ressources soi-même. En tout cas, dans cet exemple sur l'AVC, c'est formidable parce qu'effectivement, on sort un peu du cadre du scolaire et c'est merveilleux que tu puisses nous amener sur ce terrain-là, hein, comme un pionnier quelque part, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la gestion mentale uniquement au niveau des cadres des apprentissages scolaires. Et c'est merveilleux que tu puisses témoigner de ça. Et du coup, moi, j'ai envie de vous demander finalement, est-ce qu'il y a un exemple dans cet accompagnement précis, parce que ça m'intéresse beaucoup et je pense que ça va intéresser les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui. Est-ce que cette personne que vous avez accompagnée, est-ce que vous auriez un exemple à nous donner d'une découverte justement qu'elle a faite de son cheminement intérieur, si c'est bien comme ça qu'il faut l'exprimer selon vous, cette découverte par rapport à peut-être une porte ou une proposition que vous avez faite qui l'a amené justement vers cette autonomie?
Oui, volontiers. Alors, je vais choisir une personne que je suis allée voir en Belgique et, et qui, par le fait de son AVC, euh, avait du mal à coordonner ses pensées. Donc, le dialogue pédagogique a fait émerger à sa conscience que ce qu'il se représentait en lui se représentait par des images, mais que ces images étaient commentées par lui-même. Petite voix comme ça qui racontait. Comme une voix intérieure, c'est ça? Une petite voix intérieure, sa voix, il s'entendait se narrer à lui-même. Alors, je ne vais pas aller dans les détails, est-ce que l'image suscitait le discours ou est-ce que le discours suscitait l'image, mais en tout cas, son AVC avait désorganisé ce cheminement mental. Et donc, ce qu'on a fait tout simplement, c'est de remettre en place mentalement la capacité à redonner la distinction entre ce qu'il voyait comme intérieurement, ce qu'il pensait comme vue globale d'un geste qu'il devait accomplir, et de pouvoir se le parler consciemment en gardant l'image pour décomposer le geste. C'était quel geste, Vinciane? Vous pourriez nous donner l'exemple du geste en Alors, ça question? concernait les jambes, Ça parce que concernait donc, les jambes. il avait un des côtés, et c'était surtout une des jambes. Et donc, c'était une façon d'engager le pas. Alors, le kiné, les gens qui travaillaient avec lui, tout ça, des personnes formidables, hein, décrivaient exactement tout ce qu'il devait faire, mais lui ne le mentalisait pas exactement comme il aurait besoin, et donc ça retardait le progrès. C'était saccadé, un jour ça fonctionnait, le lendemain ça ne fonctionnait pas, et surtout, ça fonctionnait quand le kiné était présent, il Oui, n'arrivait pas. Or, le kiné lui disait, il faut beaucoup vous entraîner. oui, Bah oui, mais quand je suis seule, ça ne va pas. oui. Et c'est ça qu'on a remis en place, cette façon de pouvoir reprendre conscience de ce chemin mental qui fait que quand le kiné n'est pas là, je peux continuer à m'entraîner tout seul. C'est un exemple. Voilà, il y en a eu Alors, d'autres. si j'ai bien compris, hein, pour que tout le monde puisse comprendre, finalement, le kiné hein, travaillait plus avec cette personne, Vinciane, vous me dites si je dis une bêtise, le faire en fait, l'action de faire avec la jambe. Et vous, par la technique du dialogue pédagogique, vous lui avez fait prendre conscience à cette personne de comment dans sa tête il pouvait intégrer ce geste avant de le faire, c'est-à-dire Voilà, mentaliser, c'est ça, le le mentaliser vivre, oui. et tout dans une sorte d'itinéraire mental. Vous parlez de séquentialité dans un début, comme ça c'est un geste qu'il pouvait finalement décrypter dans toute une sorte de progression du geste jusqu'à ce qu'il le fasse tout seul en autonomie dans sa tête et que finalement, après le corps l'a mieux intégré. C'est ça que vous vouliez dire? Voilà, tout à fait. Tout à D'accord. fait. Alors C'est c'est toujours le formidable. même principe, hein, que ce soit quelqu'un qui se réveille du coma, que ce soit quelqu'un qui a une maladie neurodégénérative. Il y a en soi des choses qui, à un moment donné, ne sont plus tout à fait en adéquation. Et l'outil de la gestion mentale permet à la personne de reprendre conscience et de rééquilibrer ces choses en elle, de façon à pouvoir toujours continuer de progresser. Et Et puis, ça finalement, peut être... pardon. Non, non, Allez-y, je vas-y. vous en prie. Et finalement, ça a l'air très concret parce que c'est vrai qu'on pourrait croire de l'extérieur ou on pourrait entendre que la gestion mentale est quelque chose d'assez complexe, mais par rapport à l'exemple que vous avez l'amabilité en tout cas de partager avec nous, c'est génial parce qu'on voit quand même que c'est extrêmement concret. C'est-à-dire que vous accompagnez finalement les personnes à découvrir en elles des choses qui sont déjà là, des manières de penser, des habitudes mentales qui sont déjà là, mais qui n'ont pas été mises au service d'une problématique qu'elles rencontrent. Et au Voilà. final, vous arrivez à, sûrement, hein, effectivement, dans ce dialogue,
par la découverte de ce qu'il fait déjà en lui, de ses habitudes mentales, à lui permettre de s'en servir pour pouvoir remédier à une problématique, qu'elle soit un AVC ou quelque chose d'autre. Est-ce que c'est bien ça qu'on doit comprendre? C'est tout à fait ça, et c'est là que la gestion mentale est un outil extraordinaire selon moi. C'est qu'il peut être mis au service de toutes sortes de situations. Là, je vous parle d'une personne qui a un AVC, mais il peut y avoir par exemple l'accompagnement des autistes Asperger, qui sont des enfants et des adultes extraordinaires, mais qui se sentent toujours en décalage au monde, et pour cause. Donc, comment trouver à quand même pouvoir être au monde sans trop souffrir, parce que ce sont des personnes qui souffrent beaucoup pendant une longue période, et certains même qui souffrent toute leur vie, et de bénéficier de la connaissance de son mode de pensée avec les caractéristiques de son trouble autistique, mais avec les caractéristiques propres de son propre fonctionnement mental, pour déjà commencer à essayer de compenser. Et c'est toujours ces petits plus de cette connaissance de chemin mental qui permet d'aller plus loin, et d'oser aller plus loin, et de dépasser les peurs, et de prendre conscience que toute erreur commise n'est qu'un tremplin vers une amélioration. On ne peut pas aller droit au but. Il faut qu'il y ait des essais-erreurs. Et la gestion mentale, elle aime l'erreur. Elle aime l'erreur parce qu'elle la considère non comme une faute. Non, l'erreur, elle est là pour stimuler, pour dire, bon, ça ne fonctionne pas comme ça, qu'est-ce que j'ai en moi pour contourner, dépasser, remédier? Et c'est par ces essais-erreurs qu'on va dans le progrès. Et c'est vrai dans tout ce qui se passe. Qu'on accompagne scolairement, qu'on accompagne en systémique familial, chose que je fais de plus en plus aussi, qu'on s'accompagne soi-même, c'est vrai dans tous les domaines. Alors, effectivement, on va reparler d'erreur, mais c'est très intéressant ce que vous dites, Vinciane, quand vous parlez d'action mentale. C'est-à-dire, ce sont donc des actions mentales qui sont effectivement au départ très intéressantes parce que la personne, elle apprend à se connaître mieux, c'est ça? Et en plus, vous avez apporté quelque chose, un élément supplémentaire, me semble-t-il, dans ce que vous venez de dire à l'instant, c'est que finalement, ces actions mentales nous amènent finalement sur des chemins, en tout cas amènent les personnes sur différents chemins, mais que ces actions, on peut les développer, on peut agir dessus. Il y a une action directe qu'on peut faire sur ces actions mentales, c'est ça? Finalement, on peut développer, ajuster, modifier ces actions mentales en vue d'un objectif que l'on vise de remédiation, c'est peut-être un peu compliqué, mais en tout cas de solution pour une problématique que l'on rencontre. On a le pouvoir donc, Vinciane, d'agir mentalement sur nos habitudes, donc de faire une action, mais cette fois-ci, pas simplement pour se découvrir, mais pour développer quelque Voilà, tout chose. à fait. C'est ça qu'on doit Ouais, comprendre? tout à fait. Je suis toujours dépitée face à de nombreux jeunes qui font le deuil de leur projet, avec la conclusion, de toute façon, j'y arriverai pas, de toute façon, c'est normal que je sois nulle en maths, papa et maman, ceci, cela. Enfin, j'ai toujours envie de rappeler qu'on vient au monde pour être heureux, pour s'épanouir et pour donner ce qu'on a de précieux qui ne nous est donné qu'à nous, cette petite pépite qui est à nous, qu'on va pouvoir développer pour être au monde et donner au monde. Et voilà, c'est toujours mon projet, c'est de permettre de faire prendre conscience à la personne accompagnée qu'elle a une pépite en elle, et qu'on va la trouver et qu'elle va pouvoir l'utiliser. C'est aussi permettre, quand on forme des profs, par exemple, ou quand on forme des chefs d'entreprise, de leur faire prendre conscience que leur chemin mental, si riche soit-il, n'est valable que pour eux, bon que pour eux, s'ils ne sont pas dans l'accueil
d'un chemin mental de l'autre qui est très différent, qui ne leur conviendrait pas du tout et qui peut parfois générer des conflits, il n'y a pas un chemin mental qui est mieux que l'autre. Il y a le sien qui convient à soi. Et donc, d'être ouvert à la gestion mentale, c'est aussi s'ouvrir à l'accueil de la différence. Et c'est bien, Axel, qu'on est excessivement sensible à la posture d'accueil de la différence et de la mise en valeur des différences. Donc, tout ça, ça fait partie de l'accompagnement. Est-ce que c'est ça qui a été un élément déclencheur, Vinciane, pour, comment dire, qui vous a donné envie de devenir praticienne et formatrice en gestion mentale? Tout à fait. Avant d'en venir à la raison qui m'anime moi, Antoine de la Garandrie disait que la gestion mentale peut être un outil thérapeutique, une psychologie de la connaissance de soi. Et quand je discutais avec lui et qu'il a fait mon profil, je me suis rendu compte, j'ai vraiment pris conscience que j'avais trop écouté ce qu'on m'avait dit petite, Oui. que j'avais trop accepté sans esprit critique, auquel probablement je n'avais pas été éveillée non plus, que voilà, tu es comme ça et voilà tes limites. Et donc, il y a eu d'abord toute une prise de conscience qu'il y avait moyen de réconcilier tout ça. Et très vite, je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi, quoi. Je ne peux pas admettre que parfois, j'ai du mal à être en lien, mais quand je dis le lien, c'est vraiment le lien de l'accueil, de l'écoute active, de tout ce qui est juste par rapport à mes propres enfants. Maintenant que je sais ça, faut que je fonce, quoi, faut que j'y aille. Et ça a été l'élément déclencheur et révélateur de mon souhait d'être formée. On n'est jamais totalement expert en praticien de gestion mentale. On chemine toute notre vie et je pense que jusqu'à mon dernier souffle, j'aurai des choses à découvrir et tant mieux. Alors, celui qui incarne merveilleusement bien la découverte, ces chemins de la connaissance et de cette manière d'être au monde intérieur, en tout cas, vous l'avez nommé tout à l'heure, Vinciane, Antoine de la Garandrie. Est-ce que vous pourriez en dire 2 mots rapidement? C'est le père de la Voilà, gestion c'est ça, je mentale. pense que C'est quelqu'un qui avait des capacités d'écoute active, qui avait un accueil sans fin de tout. Tout avait sens et il donnait sens à tout. Et tous ces écrits sont porteurs d'un message que je trouve extraordinaire, au-delà de tout son travail de recherche, de quête qu'il a mené sur une trentaine d'années, au-delà de tout ce qu'il a écrit pour nous apprendre à guider et à accompagner, il écrit lui-même, de lui-même, que ce qu'il a eu à penser à une étape de sa vie était nécessaire pour pouvoir aller plus loin, mais qu'aujourd'hui, il y mettrait quelques nuances pour aller plus loin. Donc, pour moi, c'est vraiment l'exemple même de la personne qui ne fige rien et qui lorsqu'il n'a plus été avec nous, nous a offert de pouvoir tenir le flambeau de cet héritage en continuant de le faire évoluer. C'est un cadeau fabuleux et je ne le remercierai jamais assez. Voilà. bon, on arrive tout doucement à la dernière question. Alors, Vinciane, accepterais-tu de témoigner, de partager avec nous une erreur, une difficulté, un échec concret, mais qui vous a permis au final, Vinciane, de progresser? Alors, bien sûr, donc dans le calepin des erreurs, parce qu'il y en a eu et il y en aura toujours, je vais en choisir une quand même qui m'a beaucoup aidée. Démarrant les dialogues pédagogiques, j'ai constaté que j'avais une telle soif d'apporter des solutions aux problèmes parce que je pensais que c'était un cadeau qu'on fait à l'autre de se dire voilà, il y a une solution.
je devançais, je proposais une remédiation trop rapidement et c'est en relisant un des livres d'Antoine de La Garandrie. Alors, il ne faut jamais me demander dans quel titre j'ai lu quelque chose. J'ai tous ces livres en moi, mais je suis incapable de dire ça, je l'ai lu là, mais je l'ai lu, où il disait qu'il ne faut jamais priver l'accompagné du bonheur de se découvrir par lui-même. Purée, ça a fait tilt. J'ai dit, mais arrête de proposer trop vite une remédiation. Laisse la personne aller doucement à la découverte par elle-même de ce qui va lui permettre d'avancer mieux et de façon plus juste. Et donc, souvent, quand je mène des dialogues pédagogiques, j'écris des trucs parce que je sens que c'est là et non, Vinciane, faut pas le dire, faut pas le dire, parce que la personne ne l'a pas encore conscientisé, donc ça n'est pas à moi de lui en faire prendre conscience de façon brutale et directe. Ça m'a énormément amenée parce que à chaque fois que j'arrive à laisser ce temps et que je constate le sourire, l'épanouissement et la joie de la personne qui « Ah, mais en fait, peut-être que… » Et là, les yeux qui pétillent, je me dis « Ça y est, voilà, ça c'est juste. » C'était une erreur de vouloir trop vite aller en besogne d'aller vers la remédiation. Voilà, ça c'est… Merci beaucoup, Vinciane, d'avoir partagé cet exemple avec nous. On en Merci, aurait plein, Axel. bien sûr, dans nos pratiques. On en aurait plein. Là, je partageais une erreur que vous avez vécue en direct, avec ce tâtonnement du tu et du vous. Alors, je vous invite à liker si cette vidéo vous a plu. Je l'avais dit au début, je le redis à la fin, j'enfonce le clou. Likez, bien sûr. Abonnez-vous parce qu'il y en aura d'autres. On va tout faire pour mettre régulièrement des interviews sur cette chaîne et nous laisser bien sûr des commentaires à Vinciane, des questions et on essaiera bien sûr d'y répondre. Voilà, je vous souhaite à tous une belle journée. Merci Vinciane. Merci d'avoir partagé ce moment délicieux. C'était un plaisir. Bien agréable aussi. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.